Les nautiloïdes sont un groupe important et diversifié de céphalopodes marins qui a commencé à la fin du Crétacé. Ils ont prospéré au début du Paléozoïque, où ils ont constitué les principaux animaux prédateurs et ont développé une extraordinaire diversité de formes et de formes de coquilles. Les discosaurides sont uniques dans leur structure et la formation de siphuncle, le tube qui traverse et relie les yeux des céphalopodes, qui, contrairement à ceux des autres ordres, est zoné longitudinalement le long des segments plutôt que latéralement. Le mode de vie endocéride est débattu. Ils ont peut-être été les prédateurs au sommet de l'Ordovicien, vivant probablement près du fond marin et se nourrissant de trilobites et d'autres mollusques. Cependant, les coquilles extrêmement longues et droites des endocéridés les auraient rendus lents et peu maniables, mal adaptés à un rôle de prédateur actif ou à une vie près des fonds marins. On pensait autrefois que l'Orthoceras avait une distribution mondiale en raison de l'utilisation du genre comme taxon de poubelle pour de nombreuses espèces de nautiloïdes à coquilles coniques. Le mode de vie et les habitudes de Camaraoceras ne peuvent être que supposés. Ils étaient certainement des chasseurs et des prédateurs embusqués qui se déplaçaient sur les fonds marins ou attendaient. Les plus gros peuvent être restés au fond sans jamais changer de position. Comme pour tous les endocératides, Camaraoceras a été lesté de manière à être horizontalement stable. Rhinoceras se caractérise par de grandes coquilles droites avec un grand siphuncle sous-central composé de segments sous-globulaires. Le système de canaux endosiphоnculaires est bien développé et la plupart des chambres sont remplies de dépôts organiques. Les nautiloïdes ont commencé à décliner au Dévonien, peut-être en raison de la concurrence avec leurs descendants et parents, les ammonoïdes, seuls les nautilidae tenant le coup. Les extinctions massives à la fin du Permien ont été moins dommageables pour les nautiloïdes que pour les autres taxons, et quelques groupes ont survécu jusqu'au début du Mésozoïque. Les yeux du nautile, comme ceux de toutes les espèces de Nautilus, sont plus primitifs que ceux de la plupart des autres céphalopodes. L'œil n'a pas de lentilles et est donc comparable à un appareil photo sténopé. Il a une paire de rhinophores situés près de chaque œil qui détectent les produits chimiques et utilisent l'olfaction et la chimiotaxie pour trouver leur nourriture. Les bélemnoïdes étaient nombreux au Jurassique et au Crétacé, et leurs fossiles abondent dans les roches marines du Mésozoïque, accompagnant souvent leurs cousines les ammonites. Ils avaient effectivement une flottabilité neutre et nageaient dans les océans proches du rivage jusqu'au milieu du plateau. Leurs ailerons pourraient être utilisés à leur avantage dans toutes les vitesses. Dans un courant doux, ils pouvaient être battus pour la propulsion, et lorsqu'ils nageaient rapidement par propulsion à réaction. Ils pouvaient être entrés dans le corps pour la rationalisation. Les seiches ont des yeux sophistiqués. L'organogène et la structure finale de l'œil des céphalopodes diffèrent fondamentalement de celle des vertébrés tels que les humains. Ils sont capables de communiquer visuellement, en utilisant des gammes variées de signaux tels que la chromaticité, la texture de la peau, la posture et la locomotion. On a observé des seiches capables de communiquer avec plusieurs individus en même temps. Les seiches sont parfois appelés les caméléons de la mer, en raison de leur capacité à modifier rapidement la couleur de leur peau. Cela peut se produire en une seconde. Les calmars ont divergé au cours du Jurassique, mais de nombreuses familles de calamars sont apparues pendant ou après le Crétacé. Ils se sont diversifiés du mollusque ancestral de sorte que le plan corporel a été condensé, antéro-postérieur et étendu dorso-ventralement. La coquille ancestrale a été perdue,
Il ne reste plus qu'un glaive interne vestigial. Le calmar géant est le deuxième plus grand mollusque et l'un des plus grands de tous les invertébrés existants, mais sa longueur totale a souvent été exagérée. La longueur totale maximale, lorsqu'elle est mesurée post-mortem au repos, est estimée à 13 mètres. Le calmar colossal est estimé à 14 mètres de long, ce qui en fait le plus grand invertébré connu. On sait peu de choses sur la vie de cette créature, mais d'après les profondeurs de capture de quelques spécimens et les becs trouvés dans les estomacs des cachalots, le calmar colossal adulte s'étend au moins jusqu'à une profondeur de 2200 mètres. De nombreux cachalots ont des cicatrices sur le dos, qui seraient causées par les crochets des calmars colossaux. Asperototis se caractérise par les minuscules tubercules pointus présents sur sa peau et une rainure en forme de Y dans l'appareil de verrouillage de l'entonnoir. Le premier enregistrement visuel du calmar à l'ombra remonte à septembre 1988, à une profondeur de 4735 mètres. En raison de la nature endommagée de la découverte, très peu d'informations ont pu être discernées. Un intérêt particulier était la grande taille des nageoires, jusqu'à 90% de la longueur du manteau, qui était responsable du nom commun des animaux. Mastigototis mania est une espèce de calmar coup de fouet, caractérisée par un manque de photophore. La peau est fortement pigmentée d'un rouge profond par de nombreux chromatophores. Chez toutes les espèces de calmars bijoux, l'œil droit est de taille normale, rond, bleu et foncé, tandis que l'œil gauche a au moins 2 fois le diamètre de l'œil droit, tubulaire, jaune-vert, tourné vers le haut et bombé hors de la tête. Les Totowenia megalops possèdent un système de flottaison remarquable qui leur permet de rester dans la colonne d'eau à une flottabilité neutre. Le système utilise d'énormes chambres coléomiques, bilobées, remplies de chlorure d'ammonium, dérivés comme déchets de leur métabolisme azoté. Les Vampyromorphidas sont caractérisés par des caractères dérivés tels que la possession de photophores et de 2 filaments vélaires qui sont très probablement des bras modifiés. Avec leurs longs filaments vélaires déployés, des calamars vampires ont été observés dérivant dans les courants océaniques profonds et noirs. Si les filaments entrent en contact avec une entité ou si des vibrations les frappent, les animaux enquêtent avec des mouvements acrobatiques rapides. Contrairement à leurs parents vivant dans des climats plus hospitaliers, les céphalopodes des grands fonds ne peuvent pas se permettre de dépenser de l'énergie lors d'un vol prolongé, compte tenu de leur faible taux métabolique et de la faible densité de proie à de telles profondeurs. Proteoctopus, en tant qu'octopode primitif, vivait au Jurassique moyen. Le seul spécimen fossile attribué à cette espèce est originaire de France. Sa morphologie suggère un mode de vie nectopélagique, la zone illuminée à la surface de la mer. La pieuvre télescopique est la seule pieuvre à avoir des yeux tubulaires, d'où la raison pour laquelle elle est communément appelée pieuvre télescopique. Elle est transparente, presque incolore. Les pieuvres Dumbo battent leurs nageoires en forme d'oreille pour se propulser. Le mouvement des bras
peut être utilisé pour aider l'animal à se déplacer dans n'importe quelle direction. Il vit à des profondeurs d'au moins 3000 à 4000 mètres, certains vivant jusqu'à 7000 mètres sous le niveau de la mer, ce qui est le plus profond de tous les poulpes connus. Ils font partie des espèces d'octopodes les plus rares. Les pieuvres parapluies sont caractérisées par une toile de peau entre les tentacules, ce qui les fait ressembler quelque peu à un parapluie ouvert lorsque les tentacules sont déployés. Ils utilisent la toile entre leurs tentacules pour imiter la toile intermédiaire des autres cirates. Dans une étude sur les céphalopodes arctiques, 3 spécimens de Cirrhototis muelleri ont été capturés près du fond de l'océan à 3300 mètres. On pense que la nourriture se compose principalement de petits crustacés. Des expériences d'entraînement ont montré que la pieuvre commune peut distinguer la luminosité, la taille, la forme et l'orientation horizontale ou verticale des objets. Elles sont assez intelligentes pour apprendre à dévisser un bocal et sont connues pour piller les casiers à homards. Elle est poikilothermique, c'est-à-dire qu'elle se conforme à la température ambiante. Les pieuvres géantes du Pacifique sont généralement exposées dans des aquariums en raison de leur taille et de leur physiologie intéressante, et ont démontré leur capacité à reconnaître les humains avec lesquels elles rentrent fréquemment en contact. Les pieuvres géantes du Pacifique sont sémelpares. Elles se reproduisent une fois avant de mourir. Après la reproduction, elles entrent dans une phase appelée sénescence, qui implique des changements évidents de comportement et d'apparence. Les poulpes à anneaux bleus du sud sont normalement une espèce docile, mais ils sont très venimeux et possèdent du venin capable de tuer des humains. Leurs anneaux bleus apparaissent avec une plus grande intensité lorsqu'elles sont menacées. Malgré leur venin hautement toxique, elles ont tendance à être passives et relativement inoffensives à moins d'être provoquées. La pieuvre Wanderpus a des taches blanches bien définies sur le manteau et des barres sur les bras. Les taches blanches sont uniques parmi les individus, ce qui permet l'utilisation d'une pièce d'identité avec photo pour surveiller les individus dans la nature. Ces nouveau-nés peuvent être identifiés par leur motif unique de chromatophore fondateur.